Bonjour à tous et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui a été posée dans les commentaires de ma vidéo précédente sur les conseils aux joueurs. Donc c'est une question qui a été posée par Simon. Et si je résume un peu, il se demande comment faire pour que ces joueurs soient plus roleplay, s'investissent plus dans leur personnage. La question était assez large, donc j'espère que je vais pas complètement me foirer, répondre à côté. Et Simon, tu me diras si ça t'a aidé dans les commentaires de cette vidéo, si tu la vois. Et donc c'est parti, je vais vous donner mes 7 conseils pour inciter vos joueurs à plus de roleplay. Alors cette vidéo elle va être divisée en 7 parties. La première c'est en avoir envie et fixer les attentes. C'est pas tout à fait un conseil pour améliorer le roleplay, mais plutôt un point important à mon avis à aborder. Vous verrez juste après. Ensuite la deuxième partie c'est la session 0, ce sera assez court. Puis on va entrer dans le vif du sujet avec créer des personnages vivants et le background plus qu'un bout de papier. On va ensuite parler de montrer l'exemple, puis on va parler du feedback, puis je vais vous parler de la technique du feu de camp, c'est un peu une partie fourre-tout, je l'ai appelée comme ça par défaut. Alors la première chose qui pour moi est la plus importante, avant même de se poser la question de comment faire en sorte que les joueurs fassent plus de roleplay, c'est de savoir s'ils en ont envie, et donc de fixer les attentes de tous vos joueurs autour de la table. Parce que la première chose évidente qu'il faut réaliser, c'est que si vous voulez que vos joueurs fasse plus de roleplay, en fait, l'envie vient de vous, pas nécessairement d'eux. Tout le monde ne cherche pas la même chose dans le jeu de rôle, et en général, nos attentes ne sont pas les mêmes parce qu'on ne découvre pas tous le jeu de rôle de la même façon. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui découvrent le jeu de rôle à travers les actual plays qu'on trouve sur YouTube, c'est-à-dire des parties de jeux de rôle qui sont jouées en direct autour d'une table comme Roll and Play, Tales of P et Game of Roll pour les plus connus en France, éventuellement Critical Role, j'espère que je le prononce bien, pour ceux qui comprennent la langue de Shakespeare. Et quand on voit ces parties, déjà, elles montrent toutes des aspects assez différents du jeu de rôle, elles sont pas exactement pareilles, la manière de jouer des joueurs, du maître du jeu, n'est pas la même d'un actual play à un autre. Il faut savoir ce dont nous on a envie, et surtout réaliser qu'on va pas être capable de faire exactement pareil. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans certains de ces actual plays, les joueurs sont quand même des comédiens. Donc forcément, leur niveau de roleplay, entre guillemets, est beaucoup plus élevé, c'est-à-dire qu'ils sont théâtraux, ils prennent des voix, etc. Et ça, tout le monde n'en est pas capable, et tout le monde n'en a pas forcément envie. Parce que pour prendre un autre exemple, il y a sûrement des gens qui abordent le jeu de rôle après avoir joué à des jeux vidéo. Et peut-être que leurs attentes sont différentes, qui pensent ça plus comme du porte-monstre-trésor, c'est-à-dire combattre des monstres, piller des donjons, monter en niveau, avoir un personnage de plus en plus fort, l'améliorer, etc. Comme dans un jeu de rôle en ligne, par exemple. Un MMORPG, comme World of Warcraft. Enfin, il y en a peut-être qui ont découvert le jeu de rôle, je sais pas, au travers d'un festival. Ils ont acheté un jeu de rôle comme ils auraient acheté un jeu de société pour tester comme ça, et ils découvrent le jeu de rôle d'une manière encore différente. Et aucune de ces approches n'est vraiment mauvaise, je pense. D'ailleurs, vous pouvez vous essayer à plusieurs choses différentes, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que veulent vos joueurs, et de savoir ce que vous voulez. Et passer les premières parties où vous testez un peu le truc, vous voyez à qui ça plaît, à qui ça plaît pas, ce que je vous conseillerais de faire, si vous voulez commencer à faire une grande campagne, c'est une session 0. Alors une session 0, qu'est-ce que c'est ? C'est une session où vous allez rassembler tous vos joueurs pour discuter des attentes de ces joueurs et préparer une future campagne. D'ailleurs, je tiens à le souligner, la plupart des conseils que je vais vous donner ici sont surtout applicables à des campagnes. Parce que je pense que c'est au fur et à mesure d'une campagne, donc d'un enchaînement de scénarios où les joueurs incarnent les mêmes personnages, que les joueurs justement vont être capables de s'imprégner de leurs personnages. C'est pas aussi facile dans un one-shot, ça demande peut-être plus d'expérience, et il faut être capable de spontanément, rapidement se mettre dans la peau d'un personnage. Alors que dans une campagne, vous allez créer des personnages, ils vont certainement devenir de plus en plus intéressants, de plus en plus riches. Et au fur et à mesure, ils vont sûrement devenir de plus en plus intéressants, de plus en plus riches, et vos joueurs vont de plus en plus se les approprier. Et il est important, du coup, dès le début de la campagne, et comme on va garder en théorie les mêmes personnages pendant une certaine durée, de bien définir l'univers, le ton qu'on veut, le thème, le personnage qu'on veut jouer. Donc je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on va sûrement faire une vidéo spécifique pour la session 0. Mais en gros, vous, en tant que maître du jeu, vous devez arriver déjà avec vos attentes et les présenter aux joueurs. Parce qu'il est quand même important que la campagne que vous allez mener vous plaise à vous avant tout en tant que maître du jeu. Vous allez passer beaucoup de temps à la préparer, donc il faut être clair dès le départ sur ce que vous voulez. Et donc une fois que vous avez présenté le ton, le thème, l'univers que vous voulez faire jouer vous allez demander à vos joueurs s'ils sont d'accord avec ça et si eux ils voudraient voir des choses différentes. Vous allez un peu les sonder autour de la table. Vous pouvez aussi leur demander ce qui les intéresse le plus dans le jeu de rôle. Est-ce que c'est la partie théâtrale, incarner son personnage, peut-être même se déguiser? Est-ce qu'il va plutôt s'agir de l'exploration du monde? C'est ça qui les intéresse, découvrir un monde différent, changer d'air? Est-ce que ce qui les intéresse plus, c'est vraiment de se retrouver entre potes et de rigoler, ce qui conduirait à une partie avec un thème un peu plus léger? Ou est-ce que, en
encore, ce qui les intéresse, finalement, c'est la stratégie, c'est avoir des figurines, des plans et faire des combats. Tout ça, c'est des questions qu'il faut poser à vos joueurs et vous allez devoir essayer de trouver le juste équilibre. Et il faut bien comprendre que votre groupe n'est pas une entité unique, mais bien l'addition de plusieurs individus qui ont tous certainement des attentes différentes. Et vous êtes là pour essayer de répondre à toutes ces attentes, tout en faisant en sorte de pouvoir retranscrire les vôtres dans la partie. Tout ce blabla pour dire que le roleplay n'est pas forcément une fin en soi, et si vos joueurs, c'est pas ce qui les intéresse le plus, vous ne pouvez pas vraiment les y forcer, vous pouvez essayer de les amener un peu plus à ça, mais si vous voulez qu'ils continuent de jouer avec vous, il va falloir respecter le fait qu'ils aient des attentes différentes des vôtres, et d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir les amener à la table. Et la session 0, c'est aussi le moment où vous allez créer les personnages, et ça va être extrêmement déterminant pour savoir si vos joueurs vont justement faire du roleplay ou pas. Et mon premier conseil, c'est de créer des personnages vivants. Lors de la création de personnages, on a souvent tendance à demander à nos joueurs de créer une histoire pour leurs personnages. Une histoire passée qu'ils auraient vécue avant le début des aventures qui seront jouées autour de la table. Et c'est une excellente idée. Si vos joueurs se prennent au jeu, etc., c'est vraiment bien parce que ça veut dire qu'ils s'impliquent. Ça montre un investissement de leur part. Mais je pense que l'erreur, c'est de se contenter de ça, de leur demander de créer une histoire. Et c'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps. Alors que pour moi, le plus important pour que vos joueurs incarnent vraiment leur personnage, ce n'est pas l'histoire passée de ce personnage. Elle a une importance, mais on en reparlera après. En attendant, le plus important pour moi, c'est que leur personnage y soit vivant. Pour que leur personnage y soit vivant, il faut qu'ils aient des traits de caractère, des objectifs, des peurs, des principes. En fait, il leur faut des mots-clés qui soient des réels indicateurs du comportement de leur personnage. Ça va énormément améliorer le roleplay. On va prendre un exemple. On va dire que vous jouez pour la première fois avec vos joueurs et que vous leur demandez de créer un historique. Et il y a le typique historique, c'est presque un mème. C'est le joueur qui dit que sa famille s'est fait tuer par des gobelins et du coup, il est devenu un aventurier. Voilà, c'est tout. Et du coup, une fois que la partie commence, finalement, c'est juste un guerrier humain. Voilà. Avec sa famille qui est morte. Et du coup, pour qu'il incarne ce personnage, il va devoir tout créer au fil de la partie. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ce qui peut prendre du temps. Alors qu'à l'inverse, vous pouvez très bien créer un guerrier niveau 1, sans histoire passée, mais décider qu'il a tendance à être colérique, à se la ramener un peu, à être un peu trop bavard, et que la raison pour laquelle il pille des donjons, c'est en fait pour récupérer de l'argent à ramener à sa famille qui est pauvre et qui vit dans les bas-fonds d'une grande cité. Parce qu'en réalité, ce qui fait peur à ce guerrier niveau 1, c'est que sa famille ne puisse plus payer le loyer de la ville et se fasse expulser. Et du coup, là, votre personnage, il est beaucoup plus intéressant à jouer que celui qui a vu toute sa famille se faire tuer par des gobelins. Déjà parce qu'il a un caractère. On sait qu'il a tendance à s'emporter, et dans les scènes sociales, ça va avoir un véritable impact. On sait aussi qu'il a un peu une faiblesse et qu'il a tendance à trop en dire, et du coup, quand le groupe enquête et devrait la jouer un peu discret, il risque d'en dire trop. En plus, il a un objectif. On sait pourquoi il part à l'aventure, réellement. Il a des personnages auxquels il est attaché, c'est sa famille, et il a une peur, une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête qui le pousse à aller à l'aventure. Et là, en quelques lignes, en quelques mots-clés, votre joueur, il a quand même de bons moyens de savoir comment son personnage se comporterait dans les scènes sociales, et je pense que ça va énormément renforcer son roleplay. Donc s'il y a bien une chose à retenir, c'est que le plus important pour moi, c'est la personnalité de votre personnage, c'est pas son histoire. Mais son histoire, elle peut aussi être extrêmement importante. Ça va être un super moteur pour faire des scénarios, mais ça demande quelque chose en plus qu'on a tendance à oublier, et je vais vous en parler maintenant. En tant que maître du jeu, il faut absolument que vous compreniez que le background de vos personnages, c'est plus qu'un bout de papier. Si vous ne prenez pas en compte le background de vos personnages, ça ne sert à rien de leur demander d'en faire un, à part si ça leur fait plaisir, si ça leur donne des idées pour incarner leur personnage, mais ne leur imposez pas. Parce qu'en réalité, le background, qui sera écrit sur une feuille, si vous, en tant que maître du jeu, vous le prenez pas en compte dans les intrigues et dans l'univers, ça ne sert strictement à rien, je pense. En réalité, c'est à vous, en tant que maître du jeu, de faire en sorte que le background des personnages de vos joueurs compte, et ça va avoir des effets, mais incroyables. Et moi, j'avais tendance à laisser ça de côté pendant longtemps, et dans ma campagne actuelle, j'ai fait l'effort de mettre ça en place davantage, et ça a eu des effets vraiment bénéfiques sur toute l'histoire. Donc, il faut que vous fassiez quelque chose du background de vos personnages. Mais que faire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vos personnages, s'ils ont créé un historique, des intrigues, des lieux et des PNJ, il va falloir faire en sorte que ceux-ci se retrouvent dans votre campagne. Et plus important encore, s'ils se sont fixés des objectifs, il faut que vous leur permettiez de les accomplir en leur donnant des accroches liées à ces objectifs. Alors ça ne signifie pas forcément que toute votre campagne doit être orientée autour des personnages. C'est une façon de faire, mais c'est pas la seule, vous pouvez avoir une intrigue en tête que vous avez quand même envie de mettre en place. Et dans ce cas-là, les histoires de vos personnages joueurs, leur famille, les PNJ qu'ils connaissent, leurs mentors, j'en sais rien, les lieux dans lesquels ils ont grandi, etc., vous allez plutôt les mettre en place dans des intrigues secondaires, qui peuvent être liées à l'intrigue principale, mais pas forcément dicter ce que ça va être. Utiliser le background de vos personnages, c'est un levier extrêmement puissant, c'est un très bon moteur pour la partie, parce qu'en général, si vous attrapez pas la perche que vous tend votre joueur avec son historique, vous risquez de vous retrouver avec des accroches un peu banales, un peu redondantes, de type « je vous donne une quête, vous aurez de l'or »,
je vous donne une quête, vous aurez de la reconnaissance sociale, je vous donne une quête, vous aurez plus de pouvoir, etc., etc. Et c'est là qu'on se retrouve dans du porte-monstre trésor. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais ce qui est un peu plus pauvre scénaristiquement. Vos personnages sont moins au cœur de l'intrigue. Alors que si vous utilisez le background de vos personnages, vous pouvez créer des intrigues avec des accroches personnelles fortes et qui peuvent peut-être amener de l'émotion. Et ça, c'est vraiment un grand plus. Pour reprendre l'exemple du guerrier niveau 1, un bon moyen de le lancer dans une aventure, c'est de dire que sa famille est en danger. Et quand vous allez lui proposer une quête avec de l'or à la clé, cette quête elle aura plus d'importance parce que justement votre guerrier niveau 1 il veut cet or pour aider sa famille. Et c'est là que les accroches vont devenir fortes et que vous, en tant que maître de jeu, vous allez avoir tous ces petits leviers sur lesquels tirer pour entre guillemets faire passer à l'action vos joueurs, les envoyer vers une mission. Et ce qui est encore plus fort, c'est que quand vos joueurs vont commencer à avoir un peu plus d'expérience, je parle d'expérience autour de la table, d'expérience en tant que joueur de jeu de rôle, ils vont peut-être commencer à décider eux-mêmes ce que veulent faire leurs personnages et ça va devenir un peu plus bac à sable. Comme ils ont leurs propres objectifs, ils vont commencer à réfléchir à ce qu'ils ont déjà vu dans votre univers, les personnages qu'ils ont rencontrés, etc. Et ils vont peut-être se tourner vers eux pour accomplir des objectifs personnels. Et là, ça commence vraiment à être très intéressant, vous atteignez un peu le Graal, à mon avis, dans le jeu de rôle. Et en plus, vous allez voir que vos joueurs, ça va leur faire extrêmement plaisir que vous utilisiez leur background. Ils vont vraiment avoir l'impression que vous êtes à leur écoute et qu'ils sont pas juste en train de se promener dans un parc à thème. Par exemple, dans la campagne que je joue actuellement, il y a un personnage récurrent qui s'appelle Tordek Point d'Acier. Et c'est un personnage qui a été créé dans le background d'une de mes joueuses, qui est un peu une sorte de rival. Et il est récurrent, il réapparaît un peu à des moments insolites. Et quand il apparaît, ça met le sourire aux lèvres à tous les joueurs et ça recapte l'attention de tout le monde. Parce que ce personnage, il les énerve un peu, mais en même temps, des fois, il les aide, en même temps, des fois, il leur tire dans les pattes. Et du coup, ils sont attachés à ce personnage, et d'autant plus parce que c'est eux qui ont décidé que ce personnage ferait partie de l'histoire. Et au fil de la campagne, ils se rendent compte que ce personnage, il a une importance dans l'intrigue principale, et je pense que c'est une vraie récompense pour le travail fourni par les joueurs lorsqu'ils avaient créé leur personnage. Donc tous ces conseils, là, c'était un peu autour de la création de personnages. Maintenant, je vais vous parler d'autres petits trucs, c'est un peu plus des petits tips. Alors ce qui est vraiment important pour moi, si vous voulez favoriser le roleplay de vos joueurs, c'est de montrer l'exemple. Vous ne pouvez pas demander à vos joueurs de faire quelque chose que vous ne faites pas. Et donc si vous voulez que vos joueurs s'imprègnent de leur personnage, imprégnez-vous de vos PNJ. Les PNJ, comme les joueurs, doivent être des personnages vivants. Alors ça signifie pas forcément que vous allez devoir faire du théâtre, commencer à imiter des accents, à faire tout un jeu de scène, déjà parce que vous en avez peut-être pas envie, mais surtout que peut-être que vous vous sentez ridicule. Et parfois ça peut être pire que mieux d'être ridicule parce que ça peut casser le ton de votre campagne justement. Si vous voulez un truc sérieux et que vous commencez à interpréter des personnages, mais que c'est un peu foireux et que ça fait rire tout le monde, ça peut un peu nuire à l'ambiance que vous vouliez donner à votre partie de jeu de rôle. Et donc plutôt que de prendre des accents douteux et jouer les Castafiores, ce que je vous propose, c'est plutôt de jouer vos PNJ comme si c'était des vrais êtres vivants. C'est-à-dire qu'il faut leur donner une vraie personnalité. Si vos gardes et vos marchands sont des PNJ de MMORPG avec 2 interactions possibles et une liste de choix, ça va pas être terrible. Et du coup, faudra pas s'attendre à ce que vos joueurs s'investissent dans les scènes sociales. Si par contre le forgeron que les joueurs rencontrent doit régulièrement passer dans l'arrière-boutique pour aller éponger le front de sa fille qui est fiévreuse, qui est malade, et que vous montrez à vos joueurs qu'ils seraient prêts à tout pour trouver un remède pour sa fille, quitte à leur faire un prix, voire à passer 1 mois à leur fabriquer l'arme dont ils ont besoin, là le PNJ devient beaucoup plus intéressant, plus attachant, plus humain. Aussi, autre conseil extrêmement important, si vous voulez encourager le roleplay, les scènes sociales, faites en sorte que ces scènes sociales servent à quelque chose. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Ce que j'entends par là, c'est que si en tant que maître du jeu, vous avez prévu à l'avance que les gardes vont arrêter les PJ à tel moment du scénario, ça ne sert pas à grand chose selon moi de faire jouer la scène où les PJ vont argumenter avec les gardes, essayer de les soudoyer, etc. Si vous, en tant que maître du jeu, vous aviez déterminé à l'avance que de toute façon c'est impossible. C'est pas forcément grave de faire des scènes comme ça, mais il faut pas en faire trop, parce que sinon ça veut dire que votre scénario est couloir. Donc ça devrait vraiment être le strict minimum, parce que je pense qu'il y a rien de plus frustrant pour un joueur que de se rendre compte que quoi qu'il dise, quels que soient ses arguments, quels que soient les résultats de ses jets de persuasion, au final, le résultat soit toujours le même. Donc passez rapidement sur ce genre de scène, et faites en sorte qu'elle soit rare. Et à contrario, la plupart du temps, il faut que vos joueurs aient de vraies opportunités dans les scènes sociales, selon moi. Que leurs arguments, comme leurs jets de dés, pèsent vraiment dans la balance. S'ils se rendent compte que les dialogues sont juste là pour faire beau, c'est certain qu'ils dégaineront plus souvent leurs épées et qu'ils régleront tout par la force. Très rapidement, on va parler du feedback. Le feedback, c'est quoi ? C'est tout simplement vous qui, en tant que maître du jeu, allez féliciter les comportements que vous avez appréciés à la table. Qui allez demander en dehors de la partie à vos joueurs pourquoi ils s'investissent pas un peu plus. Est-ce qu'ils sont timides ? Est-ce qu'ils ont peur de prendre la parole ? Et ça, c'est juste de la communication. Et il s'agit pas d'en parler en plein pendant la partie. Pendant la partie, vous pouvez essayer de tendre des perches, mais ne braquez pas la caméra sur un joueur et ne le forcez pas à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire.
Parlez-en plutôt en dehors. Et de la même façon, demandez à vos joueurs de vous donner du feedback, positif ou négatif, sur la partie. En fait, plus en dehors de la partie, vous allez être capable de parler de votre pratique du jeu de rôle avec vos joueurs, que ça soit juste après la partie ou je sais pas, dans d'autres circonstances, quand vous allez boire un verre ou quoi, plus vous allez pouvoir récupérer des informations et échanger et améliorer vos parties de jeu de rôle. Enfin, dernière partie un peu fourre-tout, un peu bonus, j'ai envie de dire, c'est le feu de camp. Et je vais vous donner 2-3 trucs qui peuvent pas mal améliorer l'ambiance et l'immersion autour de la table, l'envie de s'imprégner de son personnage. Alors il y a un truc que j'ai commencé à expérimenter dans ma campagne et qui a eu lieu 2-3 fois. Alors il s'agit en fait de jouer tout simplement des scènes où chacun de leurs personnages va raconter une petite histoire passée de son personnage. Ça peut être une histoire qu'il a déjà écrite dans son background ou une histoire qu'il invente sur le tas comme ça, juste pour simuler un peu les conversations que des aventuriers pourraient avoir autour du feu le soir avant de se coucher. Et ça c'est pas mal parce que ça peut un peu booster la créativité de vos joueurs. Peut-être qu'ils vont être un peu inconfortables au début, mais au fur et à mesure, ça va donner de la profondeur à leur personnage, et je trouve ça super sympa. Et surtout, il faut pas juger les histoires de chacun. Si votre joueur n'a pas une idée incroyable et qu'il a pas des talents de narrateur dingues, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de leur montrer les possibilités que leur offre le jeu de rôle, et de leur montrer que vous leur laissez de la liberté. Et cette méthode du feu de camp, vous n'êtes pas obligé de la faire seulement autour d'un feu de camp, c'est juste un nom comme ça. Vous pouvez parfaitement dire à vos joueurs qu'ils arrivent dans une auberge, par exemple, et qu'il y a quelqu'un qui raconte une histoire héroïque, etc. Là, c'est vous, en tant que maître de jeu, qui racontez l'histoire de cet aventurier, qui galvanise les gens, peut-être même avec un barde qui joue un peu de lutte à côté. Et ensuite, vous pouvez dire qu'une personne dans l'auberge reconnaît les personnages joueurs et dit ah, ce sont les héros du village de machin truc, et que du coup, tout le monde dans l'auberge les acclame un peu et leur demande une histoire. Et pareil, ça fait une scène de feu de camp où ils vont pouvoir raconter une histoire et c'est vraiment sympa. Ensuite, la deuxième scène que j'ai utilisée à plusieurs reprises dans ma campagne, parce qu'il y avait un peu des aspects politiques, c'est la scène du conseil. Et en fait, la scène du conseil, c'est une scène que je prépare pas mal à l'avance pour le coup, et où il va y avoir plusieurs personnages qui représentent plusieurs partis avec différents objectifs, différentes opinions. Tous ces partis, tous ces groupes politiques vont se retrouver autour d'une table avec vos joueurs et vont commencer à débattre de plusieurs sujets avec un peu un ordre du jour. Un peu comme une réunion en entreprise ou un conseil de guerre, c'est un peu plus adapté au jeu de rôle auquel je joue. Et là en fait, chacun va commencer à donner son avis sur la situation géopolitique, va dire nous on devrait envoyer notre armée par là, mais non on n'a pas assez d'or, il faut monter les impôts, etc. Et vos joueurs ils vont écouter et ils vont donner leur avis, et ce conseil aura un impact important pour la suite. C'est pour ça que je vous conseille, et je m'excuse pour la répétition avec le mot conseil, de faire jouer ce genre de scène en fin de scénario, pour que tout ce qui a été décidé autour de la table avec les différentes instances politiques ait un vrai impact sur la suite, et que vous puissiez à partir de là commencer à réécrire un peu des intrigues. Et enfin, le dernier petit tips qui peut vachement aider à l'immersion, c'est tout simplement de mettre des éléments d'ambiance, de décor. Vous pouvez mettre de la musique. Vous pouvez demander à vos joueurs de se déguiser. Bon, parfois il y en a, ils vont pas aimer, mais vous pouvez toujours leur proposer. Il s'agit aussi de mettre des éléments d'ambiance autour de la table. Des illustrations, des cartes, des objets, des bougies. Toutes sortes d'éléments en fait qui vont aider vos joueurs à se plonger dans votre univers. Parce que peut-être que vos joueurs lisent moins que vous, ou ont moins tendance à exercer leur imagination, et du coup, pour eux, c'est un peu une barrière, ils ont du mal à se mettre dans la peau de leur personnage, à entrer dans l'ambiance, et tous ces éléments-là, ça peut les aider. Et tout ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Et je peux vous dire que les éléments d'ambiance, ça peut un peu décomplexer les gens au final. Surtout si vous jouez avec des gens qui sont pas vraiment des rôlistes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à ta question, Simon, et j'espère que ça aura aidé d'autres gens aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, si vous avez d'autres questions, etc., posez-les. Soit j'essaierai d'y répondre dans les commentaires de manière assez concise, soit ça pourra donner lieu à une autre vidéo. Et d'ailleurs, c'est pas impossible qu'à l'avenir, il y ait d'autres vidéos un peu sur le même sujet, mais avec des approches différentes, parce que moi aussi, comme vous, j'évolue et j'apprends des nouveaux trucs. Si vous avez d'autres idées de vidéos, dites-le nous également dans les commentaires. Et si vous êtes MJ débutant, je vous invite à vous rendre sur lebonmj.com, notre site web, où il y a un guide qui devrait, je pense, beaucoup vous aider pour vous lancer. Alors aujourd'hui on est lundi, mais là en fin de semaine, je vais aller au Festival international du jeu à Cannes, et j'espère pouvoir vous ramener des petites images, etc. Donc ça sera peut-être l'objet d'une future vidéo. Je tiens à remercier tous les gens qui s'abonnent, et on est vraiment très content de la vitesse à laquelle la chaîne évolue. En plus, il y a plein de commentaires intéressants et bienveillants. Et du coup, on aimerait bien que vous nous bombardiez un peu de questions pour qu'on puisse, comme dans cette vidéo, y répondre et essayer de vous aider. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la. Et si vous voulez nous aider, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et franchement, pour tous ceux qui connaissaient déjà et qui sont encore là à regarder les vidéos, merci à tous. Ça me donne énormément d'énergie pour continuer à produire ces vidéos et j'espère que ça continuera pendant longtemps. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.